D'abord, je me présente, je suis professeur de droit international public à l'Université de La Réunion depuis maintenant une cinquantaine d'années. Et je me suis spécialisé, bien sûr, sur les problèmes de droit international public dans la zone océan Indien. Et bien entendu, je me suis intéressé depuis très longtemps à l'archipel des Chagos et bien sûr à Diego Garcia. Alors, mon collègue a parlé de l'histoire et de l'utilisation de la base de Diego Garcia, de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Je n'étudierai pas cet aspect-là des choses, parce que ça a été présenté. Je vais le faire surtout sur l'angle juridique et la science politique à partir de 1960. Voyez. Il faut en effet savoir que, d'abord, le point de départ de notre communication est la suivante. Le titre, d'abord, c'est la radioscopie de la base militaire de Diego Garcia après le renouvellement du bail stratégique pour 20 ans à compter du 30 décembre 1966. Voyez-vous ? Ce bail a en effet été reconduit pour une période de 20 ans en raison d'une situation qui est particulièrement conflictuelle dans l'océan Indien. En fait, la plupart des observateurs qui s'intéressent à cette région du monde prévoyaient depuis longtemps que le bail stratégique sur Diego Garcia serait renouvelé à la date du 30 décembre 1966 pour 20 ans. On peut d'ailleurs comprendre, si vous voulez, cette prévision. D'abord, les Anglo-Américains n'ont jamais songé à remettre en cause leur présence à Diego Garcia. Entre le 30 décembre 2014, date à laquelle le bail pouvait être juridiquement dénoncé par l'une ou l'autre des deux parties, la Grande-Bretagne et les États-Unis, et le 30 décembre 1966, qui est la date d'expiration du bail initial de 50 ans. On peut d'ailleurs comprendre leur position, si vous voulez, d'après une enquête qui a été menée par le Financial Times en 2015, les Américains ont déjà dépensé plus de 3 milliards de dollars pour la création, la modernisation et l'entretien. Et je ne parle pas de l'utilisation de Diego Garcia. Voyez, c'est dire qu'ils ont beaucoup investi. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de Diego Garcia, on invoque comme image marche-pied vers la liberté, Footprint of Freedom, comme disait mon collègue tout à l'heure, ou encore Nouvelle Okinawa. C'est vrai que les formules ne manquent pas dans les états-majors et dans la presse spécialisée pour qualifier la base qui a été édifiée par les Américains dans la décennie 70 et qui a par la suite été sans cesse agrandie et modernisée. Diego Garcia, aujourd'hui, c'est un fait, abrite l'une des plus grandes bases militaires américaines à l'extérieur du territoire national des États-Unis, avec les bases d'Okinawa, de Guam dans le Pacifique. Voyez. Il faut le préciser d'ailleurs, j'insiste, je le dis simplement, c'est que cette base a joué un rôle très important, si vous voulez, dans deux opérations très importantes, qui sont l'opération Tempête du désert, qui avait été décidée par les Nations Unies et dirigée avec succès contre l'Irak du président Saddam Hussein, qui avait, vous le savez, envahi le Koweït dans la nuit du 1er au 2 août 1990, contrairement bien sûr aux règles du droit international. Et cette action a permis de rétablir l'indépendance du Koweït, grâce en grande partie à la base de Diego Garcia. De même, la base de Garcia est également utile lorsque les Nations Unies ont envoyé l'expédition Liberté immuable qui était engagée contre les talibans d'Afghanistan et les fondamentalistes islamistes après les actions terroristes qui avaient été menées par Oussama Ben Laden le 11 septembre 2001 contre les intérêts américains à New York et à Washington. Voyez, là encore, l'éradication du terrorisme en Afghanistan est en partie due à l'utilisation de la base Diego Garcia. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'autres événements concrets qui expliquent que les Américains veulent rester à Diego Garcia. La situation en 2016, lorsque le bail a été reconduit, si vous voulez,
Là, il y a des conflits partout, au Proche-Orient, entre Israël et les Palestiniens, en Asie centrale, où l'Iran est considéré, si vous voulez, comme un danger prioritaire, bien que cet État ait renoncé officiellement à l'armement nucléaire dans le traité de Vienne du 14 juillet 2015, dont nous reviendrons certainement tout à l'heure. Il faut également parler de la guerre du Yémen à la Corne de l'Afrique, la piraterie maritime qui porte atteinte à la liberté de navigation dans la partie occidentale de l'océan Indien. Il y a également le conflit, vous le savez, entre deux puissances nucléaires que sont le Pakistan et l'Inde à propos du Cachemire, le contrefort himalayen, etc., etc. Et par conséquent, la plupart des observateurs en déduisaient que, compte tenu de cette situation conflictuelle, on imagine mal les Américains renoncer au renouvellement du bail le 30 décembre 1966. Et puis d'ailleurs, les Anglo-Américains eux-mêmes, si vous voulez, ont manifesté à plusieurs reprises leur intention de rester stratégiquement présents à Diego Garcia, au-delà du 30 décembre 2016. Ainsi, dans une déclaration qui a été faite à la Chambre des communes le 16 novembre 2016, la ministre d'État britannique au développement international a indiqué que son gouvernement refusait le retour des Chagossiens sur les îles de Diego Garcia, Perros Banós et Salomon pour des raisons se rapportant, je cite, à la défense et à la sécurité de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Joyce Annelin, puisque c'est Annelin, parce que c'était son nom, si vous voulez, avait précisé d'ailleurs que le bail consenti aux Américains serait tacitement reconduit le 30 décembre 1966, c'est-à-dire sans modification de son statut, sans qu'il y ait une nouvelle négociation, alors même qu'un comité de députés britanniques, le Foreign Affairs Committee, avait souhaité dès 2014 que dans l'hypothèse d'une reconduction du bail, une clause soit insérée dans l'accord initial de 1966 pour obliger les États-Unis à demander le feu vert de la Grande-Bretagne en cas d'action militaire dans l'océan Indien, ce qui a été par conséquent refusé. Il faut d'ailleurs aussi préciser qu'un autre élément militait en faveur de cette reconduction du bail. C'est, vous le savez, le vote de l'Assemblée générale des Nations unies du 7 décembre 2015. Dans une résolution 70-22, l'Assemblée générale s'est prononcée pour le démantèlement des bases militaires étrangères dans l'océan Indien. Cette résolution a été votée à une large majorité par 128 voix et 45 abstentions. Oui, mais elle a été votée avec les voix contre de trois grandes puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. En votant contre la résolution du 7 décembre 2015, les Américains et les Britanniques en ont fait savoir aux Nations unies qu'ils avaient bien l'intention de maintenir une présence militaire à Diego Garcia à l'expiration du bail initial de 50 ans. Et en fait, cette base militaire restera encore opérationnelle pendant au moins 2 décennies, jusqu'à la nouvelle date qui est maintenant butoir, qui est maintenant connue et fixée, au 30 décembre 2036. Et dans 20 ans. Depuis le 30 décembre. Dans notre communication, nous allons mettre l'accent à la fois sur le processus juridique de création de la base de Diego Garcia, avant d'envisager, dans une deuxième partie, qui sera plus novatrice au fond, les effets néfastes de la prorogation du bail stratégique à Diego Garcia en faveur des Américains. Tout d'abord, le processus juridique de création de la base de Diego Garcia. Il faut comprendre que c'est dans un contexte de rivalité idéologique et politique Est-Ouest qu'un accord anglo-américain a été conclu en 1961 entre le Premier ministre britannique Harold Wilson et le président des États-Unis, à l'époque John Fitzgerald Kennedy. Dans cet accord qui est secret à l'origine, les États-Unis s'engagent à installer une base dans l'océan Indien pour y défendre les intérêts de l'Occident à une double condition sine qua non, que le territoire britannique échappe au processus de décolonisation et que la population en soit totalement évacuée. En échange, les États-Unis offrent un rabais de 14 millions de dollars
sur les missiles Polaris que les Britanniques envisagent d'acheter pour équiper leurs sous-marins nucléaires atomiques. Et donc, les Anglais se sont pliés à ces deux exigences. D'abord, ils ont créé une nouvelle colonie, le British Indian Ocean Territory, au territoire britannique de l'océan Indien, plus connu sous le sigle BIOT en anglais. Le décret-loi qui crée cette colonie, le 8 novembre 1965, incluait dans cette colonie l'archipel des Chagos, qui se trouve au cœur du bassin central de l'océan Indien, et 3 îlots séchellois situés dans la partie occidentale de l'océan Indien, Aldabra, Farquhar, Desroches. Réalisé à une époque où la désintégration du British Commonwealth était déjà bien engagée, et à une époque où on a pu parler d'une présence quasi crépusculaire de la Grande-Bretagne dans l'océan Indien, la création d'une nouvelle colonie britannique en 1965 a inquiété et surpris évidemment les États riverains qui, pour la plupart, ont élevé des protestations. Aujourd'hui, il faut le préciser, le BIOT, c'est la dernière colonie britannique qui a été créée par le gouvernement de Londres. Et c'est actuellement la dernière colonie britannique qui subsiste dans l'océan Indien. Mais elle a une importance évidemment considérable. Après la rétrocession, vous le savez, des îlots Aldabra, Farquhar et Desroches à la République des Seychelles le jour de son accession à l'indépendance, le 29 juin 1976, le BIOT se résume aujourd'hui uniquement aux îles Chagos, principalement les îles Diego Garcia, Peros Banos et Salomon, dont les habitants, deuxième condition exigée par les Américains, ont été tous expulsés vers les colonies de Maurice ou des Seychelles, où ils sont encore aujourd'hui présents dans les bidonvilles de Port-Louis et de Victoria. Au plan juridique, si vous voulez, qui nous intéresse ici, l'opération consistant à militariser l'atole Diego Garcia a été réalisée en 3 étapes. Chacune d'entre elles a été ponctuée par un traité bilatéral anglo-américain sous forme d'échange de notes selon une pratique anglo-saxonne qui est couramment établie entre ces deux pays et entrée en vigueur le jour même, car ces traités sont considérés comme des accords en forme simplifiée. Voyons donc les 3 traités qui sont à l'origine de la militarisation de Diego Garcia. Premier point, le traité du 30 décembre 1966 portant cession à bail stratégique de l'archipel des Chagos, de l'ensemble des Chagos. C'est ce traité qui donne véritablement le coup d'envoi de la compétition idéologique et politique américano-soviétique dans la région de l'océan Indien. Un océan qui était considéré jusque-là comme un lac de paix franco-britannique depuis les défaites napoléoniennes de 1815. Ce traité contient 11 articles, c'est l'article 11 qui est ici le plus important. Je vous le donne parce que nous allons également le commenter, nous allons le revoir à plusieurs reprises. Le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Royaume-Uni prévoient que les îles resteront disponibles pendant un laps de temps indéterminé afin de répondre aux besoins éventuels des 2 gouvernements en matière de défense. En conséquence, après une période initiale de 50 ans, le présent accord demeurera en vigueur pendant une période supplémentaire de 20 ans, à moins qu'un des 2 gouvernements, 2 ans ou plus avant la fin de la période initiale, notifie à l'autre sa décision d'y mettre fin, auquel cas le présent accord expirera 2 ans après la date de cette notification. Nous savons maintenant, nous l'avons dit dès le départ, que le bail stratégique consenti aux États-Unis a été prorogé pour 20 ans, et cela jusqu'au 30 décembre 2036. Mais vous le voyez, dans l'article 11, il est dit l'archipel des Chagos est mis à disposition des 2 puissances en matière de défense pour une période indéterminée. Ce qui veut dire qu'au 30 décembre 2036, rien n'exclut que le bail soit à nouveau renouvelé pour 20 ans. Et il faut bien comprendre cela. Alors, deuxième traité qui va précipiter la création d'une base, cette fois-ci à Diego Garcia, c'est le traité, deuxième point, le traité du 24 octobre 1972 qui porte création d'un centre commun de communication navale à Diego Garcia. Cette fois-ci, on précise. Lorsque les États-Unis ont obtenu la cession à bail stratégique des îles Chagos,
L'Union soviétique, bien sûr, a renforcé sa présence maritime, navale, militaire dans l'océan Indien. Mais, si vous voulez, cette riposte a aussitôt provoqué une surenchère de la part des Occidentaux. Dès le 15 décembre 1970, les Anglo-Américains ont annoncé leur intention de signer un accord en vue d'installer à Diego Garcia non pas encore une base militaire pour ne pas effaroucher les pays riverains, mais une station de communication par satellite afin de combler, selon eux, le vide dans le système de communication des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Conclu le 24 octobre 1972, ce deuxième traité a vocation à rester en vigueur aussi longtemps que le traité de cession à bail du 30 décembre 1966. Alors, pourquoi choisir à l'intérieur des Chagos Diego Garcia? C'est parce que d'abord, c'est l'île la plus grande des Chagos, 45 km² en incluant bien sûr le lagon. Il faut par ailleurs préciser que l'île s'étire sur à peu près une vingtaine de kilomètres et que cet atoll dispose d'un lagon interne, ce qui est assez rarissime dans l'océan Indien, qui peut accueillir une véritable armada de navires de guerre. Sa largeur maximale pourrait être de 10 km et sa profondeur près de 31 mètres. Voyez, donc ça a été tout à fait une aubaine. Philippe Lemarie, qui a écrit un ouvrage en 1981 sur l'océan Indien, nouveau cœur du monde, disait que Diego Garcia, c'est l'atoll miraculeux pour les Américains. Comment voulez-vous que les Américains abandonnent cet accord miraculeux? C'est pratiquement impossible. Il faut par ailleurs préciser que, néanmoins, ceci est très important pour les éléments qui vont suivre dans notre communication, c'est que le traité du 24 octobre 1972 précise où doit se trouver la base exactement. Elle se situe dans la partie occidentale de Diego Garcia. Et les limites de la base sont indiquées par un document cartographique qui est annexé au traité. Ce qui veut dire que la partie orientale de Diego Garcia échappe au processus de militarisation. Nous verrons que l'intérêt que cela peut présenter tout à l'heure. Il faut enfin préciser, si vous voulez, que cela veut dire par conséquent qu'à contrario, la partie orientale de Diego Garcia et les autres îles Chagos, principalement Salomon et Perros Banos, eh bien, ne sont pas actuellement militarisables. Elles pourraient l'être, mais elles ne le sont pas actuellement. Il faudrait un nouveau traité. Ce n'est pas le cas. Il n'est pas nécessaire d'avoir un nouveau traité. La base de Garcia est suffisante pour que ces deux États puissent jouer leur rôle, si vous voulez, efficacement dans l'océan Indien. Je voudrais faire une remarque également sur le plan, si vous voulez, historique, avec la signature du traité du 24 octobre 1972. C'est la première fois que l'atoll de Diego Garcia est appelé à jouer un rôle stratégique majeur dans l'histoire de l'océan Indien. Avant cette date, pratiquement personne ne connaissait l'existence de Diego Garcia. Et même l'encyclopédie Britannica, qui remonte à 1768, n'avait même pas indiqué dans son ouvrage. Voyez, c'est dire que les feux de l'actualité vont se braquer à partir de ce moment-là sur Diego Garcia. Et on passe à une troisième étape, qui est le traité du 25 février 1976, portant alors véritablement création d'une base militaire aéronavale anglo-américaine à Diego Garcia. La signature du traité de 1972 avait aussitôt bien sûr provoqué un nouveau renforcement de la présence soviétique dans l'océan Indien, qui est considéré d'ailleurs par les dirigeants, aujourd'hui encore, si vous voulez, comme une voie de transit naturelle entre les ports ukrainiens, à l'époque ça faisait partie de la Russie, de l'URSS, les ports ukrainiens d'Odessa, Sébastopol, et les ports, si vous voulez, de l'extrême-Asie russe, dont la base principale est bien sûr Vladivostok, dans le Pacifique. Mais l'Union soviétique n'a jamais disposé dans l'océan Indien d'une base aussi importante que celle qui a été établie par les États-Unis à Diego Garcia. Désireux néanmoins de renforcer le lien qu'ils ont noué avec les pays riverains, ils ont pu obtenir des facilités de mouillage dans les ports de beaucoup d'États riverains, comme par exemple à Maputo, au Mozambique, à Bombay, à Madras, en Inde, ou encore à Aden, dans le sud Yémen.
jusqu'à l'implosion de l'URSS le 30 décembre 1991, la date officielle d'implosion, si vous voulez, les mouvements de l'US Navy dans l'océan Indien n'ont pas pu échapper, si vous voulez, à la surveillance d'une flotte soviétique composée en moyenne d'une quinzaine de bâtiments de surface, accompagnés parfois par quelques sous-marins nucléaires d'attaque, voyez, pour les protéger. Alors, cette flotte de combat soviétique avait donc la possibilité à tout moment de couper les routes maritimes de ravitaillement en pétrole et en gaz, dont sont particulièrement friands à l'époque les États-Unis et l'ensemble des pays occidentaux. C'est pour ça qu'ils sont principalement implantés à Diego Garcia, ne l'oublions pas. Et dès le 5 février 1974, le ministre d'État britannique a déclaré que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient décidé de créer désormais une véritable base militaire à Diego Garcia, je cite, afin de faire contrepoids aux activités croissantes de l'Union soviétique dans l'océan Indien. Et se substituant par conséquent au traité du 24 octobre 1972, le nouveau traité anglo-américain est signé à Londres, toujours sous forme d'échange de notes entre les deux États, le 25 février 1976, voilà une date encore historique, et il est entré en vigueur, bien sûr, le jour même. Sur le plan, si vous voulez, technique, il faut le dire que Diego Garcia a été érigé avec le temps au rang de complexe ultramoderne, polyvalent, probablement destiné, je vous l'ai déjà dit, à servir bien au-delà de la date du 30 décembre 2036. Il faut bien comprendre cela. Appliqué aux patrouilleurs maritimes à long rayon d'action de l'US Navy, la technique du ravitaillement en vol, vous le savez, permet à partir de cet atoll d'observer tout le trafic aérien et maritime sur une superficie de 75 millions de kilomètres carrés, qui est la superficie de l'océan Indien. Philippe Lemarie, dont je parlais tout à l'heure, déclare dès 1976 que cet atoll présente, si vous voulez, des avantages exceptionnels pour les Américains, dans la mesure, si vous voulez, où les avions n'ont à redouter au départ de Diego Garcia ni cyclone, ni vent trop fort. La base de Garcia était opérationnelle 365 jours par an, de jour comme de nuit. Aucun événement naturel ne peut empêcher son utilisation. Vous voyez, elle n'est pas utilisable à temps partiel, elle est utilisable à temps complet, tous les jours, jour et nuit. Et puis par ailleurs, cette base présente un autre intérêt, c'est que ses abords sont interdits. Sa population a été, nous l'avons dit, déplacée. Les personnes déplacées s'élèvent, d'après un rapport Prosser qui a été établi par le ministère des Affaires sociales de Grande-Bretagne en 1976, à 1400 personnes originaires de Diego Garcia, Perros, Banos et Salomon, regroupées en 426 familles et évacuées, je vous l'ai dit tout à l'heure, vers les bidonvilles de Port-Louis à Maurice et de Victoria aux Seychelles, essentiellement. Il faut dire aussi que l'implantation d'une base militaire américaine au cœur de l'océan Indien permet à l'armée américaine de faire l'économie d'un ou de plusieurs porte-avions dont le fonctionnement, si vous voulez, est très coûteux pour ce pays. Ce pays, vous le savez, dispose d'une quinzaine de porte-avions, mais 10 sont toujours en service, parce qu'il y a toujours pour les autres des réparations, comme il y en a pour le Charles de Gaulle actuellement, vous savez. Ils ne sont pas opérationnels indéfiniment. Voilà. Il faut le préciser d'ailleurs que, outre Diego Garcia, les États-Unis disposent dans l'océan Indien de la 5e flotte américaine, dont le siège est fixé à Bahreïn, qui est un petit émirat de la péninsule arabique, et bien sûr de bases également ricochées, que l'on trouve à la Corne de l'Afrique, notamment à Djibouti, au Proche-Orient, mais aussi bien sûr en Australie, qui présente une caractéristique exceptionnelle d'être à la confluence de deux océans, l'océan Indien et le Pacifique. C'est-à-dire que leur présence est évidemment très forte. Alors voilà comment a été établie cette base qui manifestement est appelée à durer. Maintenant, voyons dans un deuxième aspect, dans une deuxième partie de notre communication, les effets négatifs au fond de la prorogation du bail stratégique sur Diego Garcia. Le bail stratégique sur Diego Garcia a été renouvelé, je le répète, tacitement, automatiquement, le 30 décembre 2016,
pour une nouvelle période de 20 ans qui prendra fin, en principe, le 30 décembre 2036. Et par conséquent, cela veut dire que pendant cette période de 20 ans, qui a commencé il y a à peu près 2 ans, eh bien, il va y avoir des perdants. Il y a 3 perdants dans cette prorogation du bail stratégique: les États riverains de l'océan Indien, l'État mauricien et enfin les Chagossiens. Ce sont ces 3 perdants de la prorogation que nous allons envisager successivement. Tout d'abord, les effets négatifs de la création d'une zone de paix dans l'océan Indien. En effet, vous le savez, d'abord il faut faire quelques remarques préliminaires avant d'entrer dans le détail. Vous savez que d'abord les îles Chagos sont revendiquées officiellement par l'État mauricien depuis le 7 juillet 1980, lors de la rencontre qui a eu lieu à Londres entre le Premier ministre de l'île Maurice, le père de l'indépendance, Sir Siusagu Ramgoolam, et le Premier ministre anglais de l'époque, qui était Margaret Thatcher. Margaret Thatcher a fait une déclaration, n'a pas répondu exactement à Sir Ramgoolam qui revendiquait les îles Chagos. Elle a simplement dit que les îles Chagos pourraient être restituées à la Maurice le jour où elles ne seront plus utiles à la défense de l'Occident. Voilà quelle est sa réponse. Alors me direz-vous, cette réponse-là, si vous voulez, est quand même intéressante parce que la Grande-Bretagne reconnaît en fait, si vous voulez, un droit de préférence sur les Chagos au profit de Maurice. Mais en fait, je le précise tout de suite, ce droit de préférence n'a pas été inventé par Margaret Thatcher. On le retrouve déjà dès l'accord d'accession à l'indépendance de Maurice qui a eu lieu à Lancaster House le 23 septembre 1965 entre les gouvernements anglais de l'époque et le gouvernement autonome qui était à l'époque dirigé déjà par Sir Siusagu Ramgoolam. Voyez ? L'accord de Lancaster House prévoit en effet que le jour où les îles Chagos ne seront plus utiles à la défense de l'Occident, elles devront être restituées à l'île Maurice. Donc vous voyez, là, Mme Thatcher n'a pas inventé quelque chose. Il faut le préciser qu'en prenant appui sur l'accord de Lancaster House, conclu à Londres, je le répète, le 23 septembre 1965, par le gouvernement de Sir Harold Wilson et le gouvernement autonome de Sir Siusagu Ramgoolam, un accord qui, entre parenthèses, définit les droits que Maurice va conserver, actuellement encore, en matière de ressources biologiques et de ressources minérales, et qui contient de surcroît, je le répète, si vous voulez, la promesse de leur réintégration au territoire mauricien lorsqu'elles ne seront plus utiles aux Anglais et aux Américains. Il faut préciser que cette interprétation de l'accord de Lancaster House a été confirmée par une importante sentence arbitrale qui a été rendue le 18 mars 2015 et qui condamne précisément les États-Unis pour ne pas avoir consulté son ancienne colonie de Maurice avant de créer une aire protégée autour des îles Chagos. Vous voyez, ce qui montre bien que les Mauriciens sont virtuellement souverains sur l'archipel des Chagos, une fois les Américains et Anglais partis. Voyez. Constatez entre parenthèses que l'accord de Lancaster House contient une promesse d'un retour des Chagos dans le giron mauricien lorsqu'elles ne présentent plus aucun intérêt au plan stratégique, c'est admettre que la décolonisation totale de Maurice ne deviendra réalité que lorsque Diego Garcia ne sera plus utilisé au plan militaire. Notre étude permet ici de vérifier le principe du linkage qui consiste à subordonner le sort d'un territoire colonial au règlement d'un problème d'ordre géostratégique concernant les grandes puissances et relatif en l'espèce à la création d'une zone de paix dans l'océan Indien. Voilà l'expression qui apparaît à ce moment-là dans notre exposé. Faut-il ériger l'océan Indien en zone de paix comme le souhaitent les États riverains qui se sont inquiétés de cette rivalité stratégique américano-soviétique à partir des années 60 et qui a continué jusqu'à la disparition, jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Vous savez d'ailleurs que dans la zone sud, dans l'hémisphère sud dont relève l'océan Indien, des progrès
ont été réalisés pour la création de zones de paix ou ceintures de paix. Vous savez déjà, par exemple, que le continent antarctique et les eaux environnantes sont entièrement démilitarisés en vertu d'un traité de Washington qui a été signé le 1er décembre 1959 par 12 puissances. Il faut également savoir que l'Amérique latine a été également, cette fois-ci, non pas démilitarisée, mais dénucléarisée par le traité de Mexico du 14 février 1967. De même que le Pacifique Sud par le traité de Rarotonga, qui a été signé le 6 août 1985, ou encore l'Afrique tout entière et les îles environnantes, dont font partie Diego Garcia, les îles Pérez Banos et Salomon, par le traité de Pelindaba, un traité qui a en fait été signé au Caire le 11 avril 1996. Alors, qu'en est-il de l'océan Indien, qui fait partie de cet hémisphère sud? En réplique à la militarisation de Diego Garcia par les Anglo-Américains, vous le savez, et à l'initiative de pays non engagés, comme notamment Sri Lanka, qui est à l'époque dirigée par Madame Sirimavo Bandaranaike, ou encore l'Inde, à l'époque qui était également dirigée par une autre dame, Madame Indira Gandhi. Eh bien, l'Assemblée générale des Nations unies a voté une importante résolution, la résolution 2832, le 16 décembre 1971, qui donne en quelque sorte le coup d'envoi d'une création d'une zone de paix dans l'océan Indien. Il faut préciser que cette résolution a été votée, si vous voulez, par 61 voix et 55 abstentions. Parmi les abstentions, il y a 4 États particuliers. Il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique qui sont militairement présentes à l'époque dans l'océan Indien. Voyez-vous ? On peut d'ailleurs comprendre la résistance de ces États. Parce que faut-il entendre par zone de paix définie par les pays riverains de cet océan que l'on peut aussi qualifier d'afro-asiatique? L'afro-asiatique, puisqu'il regroupe des pays d'Afrique et d'Asie. La résolution de 1832, si vous voulez, vise en effet directement les grandes puissances extérieures à l'époque à l'océan Indien, puisqu'elle leur demande, je cite, d'éliminer de l'océan Indien toutes les bases et installations militaires ainsi que la mise en place d'armes nucléaires et toute manifestation de la présence militaire des grandes puissances dans l'océan Indien. La résolution de 1832, si vous voulez, envisage la création d'une zone de paix comme étant d'abord une zone dans laquelle il ne doit plus y avoir de bases militaires d'États étrangers à l'océan Indien. Mais elle prévoit aussi, cette résolution, la dénucléarisation de l'océan Indien, à l'époque où l'Inde et le Pakistan n'étaient pas encore des puissances nucléaires, il faut le préciser. En fait, la résolution de 1832 implique automatiquement et immédiatement parmi les rédacteurs de cette résolution le démantèlement des bases étrangères, comme la base anglo-américaine située à Diego Garcia dans l'archipel des Chagos, ou encore la base française de Djibouti à la Corne de l'Afrique, qui joue aussi une position stratégique très importante. Alors il faut le préciser, depuis, si vous voulez, le vote de la résolution de 1832, la question relative à la création d'une zone de paix dans l'océan Indien est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU. Le 15 décembre 1972, cette Assemblée générale vote une résolution de 1992 qui crée ce qu'on appelle un comité spécial de l'océan Indien afin d'étudier toutes les propositions qui pourraient aboutir effectivement à la création d'une zone de paix dans l'océan Indien, avec la participation de tout le monde. Par la suite, l'organe plénier de l'ONU adopte le 15 décembre 1989, par 137 voix contre 4, dont une nouvelle fois les voix des Américains, des Britanniques et des Français, et 14 abstentions, une résolution qui demande aux États de l'océan Indien de convoquer le plus tôt possible à Colombo, capitale de Sri Lanka, dès 1991, une conférence en vue d'aboutir à un traité multilatéral visant à ériger effectivement l'océan Indien en zone de paix. Car la création d'une zone de paix a toujours un caractère conventionnel. C'est toujours par un traité qu'on la crée, vous comprenez, pour que ça soit efficace. Mais dans des notes verbales similaires
adressé au secrétaire général de l'ONU les 17 et 18 avril 1990. Les Américains, les Britanniques et les Français, qui sont sur ce plan-là, sur la même longueur d'onde, si vous voulez, ont annoncé leur décision de ne plus participer aux travaux du comité spécial de l'océan Indien en raison de graves divergences avec les autres participants sur les questions qui devaient y être débattues. Dans sa toute dernière résolution, celle qui a été adoptée l'année passée, le 4 décembre 2017, au sujet de l'application de la déclaration visant à faire de l'océan une zone de paix, l'Assemblée générale, je cite, se déclare de nouveau convaincue que la participation de tous les membres permanents du Conseil de sécurité, si vous voulez bien faire un effort, faciliterait l'instauration d'un dialogue bénéfique à tous pour faire progresser la paix dans l'océan Indien. Certes, cette résolution a été votée à une large majorité, par 132 voix et 46 abstentions, mais une nouvelle fois, elle a été votée comme les années précédentes, avec l'opposition déterminée des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. En raison, par conséquent, de l'inflexibilité de ces trois États occidentaux, donc des États qui sont étrangers à l'océan Indien, eh bien, la dernière résolution 72-21 ne peut rien apporter de nouveau par rapport à la résolution initiale de 1832 de 1971. Ainsi, vous le voyez, aujourd'hui, si l'on veut faire une remarque très générale, ce sont donc les trois puissances occidentales, je répète, trois États extérieurs à l'océan Indien, qui opposent en fait un véritable droit de veto permanent à la création d'une zone de paix dans l'océan Indien. Même la Chine et la Russie ne sont pas hostiles. Vous voyez, cela, il faut le noter. Et jusqu'à la prochaine date butoir du 30 décembre 2036, ce n'est pas loin, en fait, vous savez, eh bien, l'atoll de Diego Garcia a vocation, cela veut dire cela, à rester un super porte-avions britannique, vous voyez, ancré au cœur du bassin central de l'océan Indien et puissamment armé par les Américains, qui, avec cette seule base, peuvent contrôler toute la situation maritime, mais aussi sur le territoire des États riverains et même de l'arrière-pays, voyez-vous, et donc dire l'importance de la base. Alors, par conséquent, si vous voulez, sur ce plan-là, les États riverains de l'océan Indien sont déçus, puisque le bail a été prorogé pour 20 ans. Il faut le préciser, croire en la possibilité de la création d'une zone de paix dans l'océan Indien, au cours donc de cette période de 20 ans qui a commencé le 30 décembre 2016 et qui s'achèvera donc le 30 décembre 2036, alors même que l'océan Indien demeure, c'est vrai, une zone conflictuelle majeure, la plus conflictuelle qui existe au monde aujourd'hui. Eh bien, c'est évidemment faire preuve d'un optimisme incommensurable, c'est croire au matin des magiciens. Un délégué soviétique à une conférence sur le désarmement déclarait en 1987 que croire à la possibilité d'ériger l'océan Indien en zone de paix, c'était en quelque sorte, je cite, passer de l'autre côté du miroir et suivre Alice au pays des merveilles. Et c'est un peu ça. Alors, de fait, la situation, vous le savez, reste incertaine au Cachemire, la province indienne revendiquée depuis 1947 par le Pakistan, en Afghanistan, au gouvernement de Kaboul, qui est toujours aidé militairement par les Américains et toujours menacé par des groupes djihadistes. La situation est très préoccupante au Proche-Orient, qui oppose les Israéliens et les Palestiniens. N'oublions pas que pour les États-Unis, Israël, c'est le principal allié dans cette région du monde. Et ils feront tout pour assurer la défense d'Israël. Et la présence de la base de Garcia vise à dissuader des pays musulmans islamiques, notamment l'Iran, de s'en prendre à leurs alliés au Proche-Orient. Vous voyez, c'est un frein qui est opposé par les Américains. Et donc on peut comprendre qu'ils ne veulent pas en tout cas se retirer de Diego Garcia. Alors vous savez néanmoins que depuis un accord qui a été conclu à Vienne, la capitale de l'Autriche, le 14 juillet 2015, un traité important a été signé par l'Iran, l'Allemagne et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, pour inciter l'Iran à utiliser, si vous voulez, l'énergie atomique qu'à des fins exclusivement pacifiques.
L'objet de ce traité est tout à fait honorable puisqu'il vise à éviter la prolifération de l'armement nucléaire dans l'océan Indien. Car si on permettait à l'Iran de se nucléariser, les pays arabes et beaucoup d'autres pays de la région voudraient en faire autant. Ça serait la catastrophe pour nous qui vivons dans l'océan Indien, je le dis tout de suite. Cependant, vous le savez, l'accord de Vienne du 14 juillet 2015, bien qu'il ait été signé par les États-Unis, notamment par Barack Obama, a été dénoncé unilatéralement le 8 mai 2018 par le président américain. Le président Donald Trump a estimé qu'on a fait trop de concessions à l'Iran, notamment dans le domaine des vecteurs balistiques qui pourraient transporter de telles bases. Ils ne sont pas prévus dans le traité. Et par ailleurs, pour le président Donald Trump, le traité est mal fait et il n'empêchera pas l'Iran d'accéder un jour au rang de puissance nucléaire et de rejoindre par conséquent le Pakistan et l'Inde. C'est inquiétant, voyez-vous. Dès lors, les routes des hydrocarbures qui traversent l'océan Indien ne paraissent-elles pas trop importantes pour que l'aigle américain, conscient de son leadership incontesté depuis la chute de l'ours soviétique en 1991 et de ses responsabilités au niveau mondial, ne se retire de cette région en abandonnant ses bases militaires, toutes dissuasives pour l'Iran, implantées à la corne de l'Afrique, au Proche-Orient et, bien sûr, à Diego Garcia. De fait, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, si vous voulez, maintient le cap tracé par ses prédécesseurs dans l'océan Indien, devenu, entre parenthèses, vous savez, un nouveau centre de rivalité. Après la rivalité américano-soviétique, maintenant il y a la rivalité entre le dragon chinois et l'éléphant indien. Les deux géants d'Asie entendent jouer un rôle moteur dans cette région du monde. Et vous avez pu parler, mon collègue a pu dire déjà que les Indiens voulaient s'implanter à Galega, ça va être fait. Les Chinois sont déjà implantés une base militaire à Djibouti, etc., etc. Alors justement, dans cette rivalité entre le dragon chinois et l'éléphant indien, le dragon chinois a pris une petite avance, puisque déjà, depuis 2016, la Chine a déjà établi une base militaire à Djibouti, à côté des bases françaises et américaines qui sont plus anciennes. Il y a même des bases également, une base italienne et une base japonaise. Il y aura bientôt plus de soldats de pays étrangers à Djibouti que de citoyens djiboutiens. Vous voyez, voilà où on en est. Et si vous voulez, le but de la Chine, s'implantant à Djibouti, c'est bien sûr de lutter contre la piraterie maritime, d'assurer la liberté de navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb. En parenthèse, ça veut dire la porte des lamentations, la porte des pleurs, qui joue un rôle très important, puisque le détroit de Bab el-Mandeb relie l'océan Atlantique et l'océan Indien via la Méditerranée, le canal de Suez et la mer Rouge. Vous voyez, c'est donc une zone très stratégique. Voilà pourquoi il y a une concentration de puissance dans ce petit État, si vous voulez, de ce micro-État. Autant dire par conséquent, si vous voulez, réfléchissez bien, qu'un retrait stratégique des Américains de Diego Garcia serait évidemment faciliter l'hégémonie de la Chine et de l'Inde dans l'océan Indien, et un retour également, bien sûr, de la Russie dans cette région du monde, qui a aussi d'autres ambitions au niveau mondial. Voyez-vous, elle ne se contente pas de l'annexion de la Crimée, voyez, ou de renverser ou d'aider le gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie. Elle veut également jouer un rôle, et si les Américains partaient, ça serait pour elle très facile d'y revenir, vous comprenez? Donc voilà. Donc, premier effet négatif, c'est que la prorogation du bail sur Diego Garcia jusqu'au 30 décembre 2036 empêche pratiquement, jusqu'à cette date, la création d'une zone de paix dans l'océan Indien. Deuxième effet négatif, ce sont les effets négatifs pour l'État mauricien. Nous l'avons dit tout à l'heure, au départ, c'est que depuis le 7 juillet 1980, Sir Siousagour Ramgoolam, en visite officielle à Londres, avait demandé à Madame Margaret Thatcher qu'on lui restitue l'archipel des Chagos. Entre parenthèses, si vous voulez mon avis, il est peut-être le plus mal placé pour demander la rétrocession des Chagos
à Maurice, parce que c'est lui, lors de l'accord de Lancaster House du 23 septembre 1965, qui avait abandonné les Chagos aux Anglais pour obtenir le plus tôt possible une indépendance de Maurice sans que l'on effectue un référendum pour savoir si la population était pour ou contre, alors que la population, d'après les sondages, était contre, voyez-vous. On y reviendra tout à l'heure peut-être au moment du débat. Alors, ceci étant, les Mauriciens ont raison de revendiquer, si vous voulez, en droit international, l'archipel des Chagos, même s'il y a eu cette bévue de Sir Saour Angulam. Il avait d'ailleurs anobli Sir pour ses 65 ans, à la veille de l'entretien qui avait lieu le 23 septembre 1965 à Lancaster House. On a voulu lui passer la pommade dans le dos pour qu'il accepte la cession des Chagos aux Anglais sans difficulté. Alors, c'est vrai, les Mauriciens ont raison de contester le décret-loi, c'est un Order in Council en anglais, du 8 novembre 1965, qui détache l'archipel des Chagos de la colonie britannique de Maurice. En effet, le décret-loi du 8 novembre 1965, si vous voulez, contrevient les règles les plus élémentaires du droit international public. D'abord, l'excision ou l'exérèse, si vous voulez, des Chagos de la colonie de Maurice est d'abord une violation manifeste de la règle de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui interdit le démembrement d'un territoire colonial avant son accession à l'indépendance. Le décret du 8 novembre 1965 a été pris donc avant l'indépendance donc de Maurice, qui n'interviendra que le 12 mars 1968. Cela est interdit par le droit international. Cette règle a d'ailleurs été codifiée le 14 décembre 1960 par l'Assemblée générale des Nations unies dans une résolution qui a été votée à l'unanimité, y compris avec la voix de la Grande-Bretagne, dans son article 6, qui déclare tout simplement que toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est contraire aux principes et au but de la Charte des Nations Unies. Voyez ? Mais dès lors que les Britanniques ont également expulsé par la ruse et par la force les Chagossiens de leurs îles natales entre 1967 et 1973, les Britanniques ont aussi violé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est aussi consacré par la Charte de San Francisco. Alors, aujourd'hui, Maurice a décidé de prendre le taureau par les cornes, si l'on peut s'exprimer ainsi. Vous savez que dans une lettre qui a été écrite le 14 juillet 2016, le représentant officiel de Maurice aux Nations Unies a demandé à l'Assemblée générale de saisir le plus tôt possible la Cour internationale de justice de La Haye afin que cette dernière se prononce, je cite, sur les effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir de contentieux anglo-mauricien sur les Chagos, puisque pour qu'un contentieux soit porté devant la Cour de La Haye, il faut l'accord des deux États, de la Grande-Bretagne et de l'île Maurice. Mais la Grande-Bretagne n'acceptera jamais, bien entendu, de porter son différend devant la Cour de La Haye, car elle sait qu'elle aurait toute chance de perdre. Donc c'est par le biais d'un avis consultatif que Maurice a pu saisir, si vous voulez, la Cour internationale de justice de La Haye. Mais lors de son intervention à l'Assemblée générale, le 23 septembre 2016, le Premier ministre mauricien avait toutefois suspendu la procédure en cours au motif que des négociations bilatérales étaient engagées. Le 23 septembre 2016, on est encore loin du 30 décembre 2016, la date de la prorogation. Donc, Anirudh Jugnauth, qui était le Premier ministre, avait pensé qu'il pourrait inciter en fait les deux États à renoncer à renouveler le bail et permettre par conséquent un retour des Chagos à l'île Maurice. En tout cas, il avait fixé un véritable ultimatum. Il avait dit, bon, on suspend, on ne demande pas à l'Assemblée générale de voter tout de suite la convocation de la Cour de La Haye, mais nous laissons aux Britanniques jusqu'au juin 2017 pour qu'elle précise sa position et qui doit reconduire au retour des Chagos dans le giron mauricien. Mais vous le savez, la prorogation du bail étant intervenue le 30 décembre 2016 pour une nouvelle période de 20 ans,
Et par ailleurs, aucune initiative n'a été prise par les Anglais entre le 1er janvier 2017 et le mois de juin 2017. Eh bien, dans ce cas-là, Maurice a demandé à l'Assemblée générale de voter une résolution pour saisir la Cour de La Haye. Cette résolution a été adoptée le 22 juin 2017 par 94 voix contre 15, dont, entre parenthèses, les voix de la Grande-Bretagne et des États-Unis, bien sûr. Et aussi, si vous voulez, plusieurs abstentions, notamment les abstentions des 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité, Chine, Russie et France. Les 5 membres permanents du Conseil ont souvent des intérêts communs, vous savez, donc ils ne cherchent pas trop à entrer en coalition frontale entre eux, parce qu'ils savent que en partageant, quand ils sont unis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voyez ? Alors, l'Assemblée générale a donc voté une résolution le 22 juin 2017 qui demande, voici ce qu'elle demande, je vous le dicte, je vous le donne. Elle demande à la Cour de La Haye, qui entre parenthèses est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, de donner un avis consultatif pour savoir si le processus de décolonisation a été mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l'archipel des Chagos de son territoire, et au regard du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de l'Assemblée générale, notamment l'Assemblée générale a voté la résolution 1514 du 14 décembre 1960 dont nous avons parlé. Alors vous le savez, la Cour de La Haye va rendre un avis consultatif. Elle va le rendre probablement le 11 mars 2019, d'après le secrétariat de la Cour de La Haye. S'il n'y a pas d'imprévu, l'avis consultatif sera rendu dans les 2 langues officielles de la Cour, qui sont, vous le savez, le français et l'anglais. Donc il sera facile pour les anglophones comme pour les francophones d'avoir accès direct à cet avis consultatif qui sera tellement très long, plus de 150 pages, accompagné par des opinions individuelles ou dissidentes pratiquement des 15 juges. Et il y a une petite anomalie qu'il faut signaler, c'est que pour la première fois, depuis qu'existent les cours de La Haye, avec la Cour permanente de justice internationale et la Cour internationale de justice, il n'y aura pas, cette fois-ci, de juge anglais à la Cour de La Haye. C'est en effet que les 5 grands se sont mis d'accord pour qu'il y ait toujours un juge français, anglais, chinois, russe et américain à la Cour. Dans la suite d'un micmac, dont je n'entrerai pas décider en détail, c'est un juge indien qui a remplacé le juge anglais. Ce qui veut dire que, d'après moi, d'après la jurisprudence de la Cour de La Haye devrait reconnaître la justesse de la thèse mauricienne, la violation du droit international par la Grande-Bretagne, à une majorité qualifiée pratiquement de 14 voix sur 15. La seule voix contre étant peut-être, à mon avis, celle des États-Unis, qui ne peuvent pas évidemment se dissocier de la Grande-Bretagne. Enfin, pour terminer, 3e effet négatif, c'est par là que nous terminerons cette communication, les effets négatifs pour la communauté chagossienne. La prorogation du bail sur de Garcia jusqu'au 30 décembre 2036 brise enfin le rêve des Chagossiens qui rêvaient de revenir dans ce paradis naturel qu'étaient les îles de Garcia, Perros-Banos et Salomon. Dans un premier temps, pourtant, la Grande-Bretagne semblait y être favorable. Elle n'avait pas exclu l'hypothèse d'un retour des Chagossiens aux Chagos, même dans l'hypothèse d'une prorogation du bail au-delà du 30 décembre de 2016. Dans une déclaration, par exemple, qui a été faite le 8 juillet 2013 à la Chambre des communes, Marc Simonde, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, indiquait que la Grande-Bretagne allait demander à un cabinet d'experts indépendants une étude de faisabilité pour savoir si on pouvait effectivement réinstaller les Chagossiens sur les îles Chagos. Le 19 novembre 2013, Marc Simonde précisait que son gouvernement se prononcerait avant le 31 décembre 2014, date à laquelle le bail pourrait être remis en question, sur l'étude de faisabilité concernant le retour des Chagossiens, non seulement, si vous voulez, aux îles de Perros-Banos et Salomon, qui sont loin des Garcia, mais également dans la partie orientale des Garcia, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est exclue
du processus de militarisation. Tout à fait logique. Cependant, dans un rapport sur le repeuplement des Chagos mis en ligne sur le site web du Foreign and Commonwealth Office, le 28 novembre 2014, les Britanniques ont déclaré qu'ils ne souhaitaient plus accueillir qu'un nombre restreint de Chagossiens. Pas tous, mais restreint, entre 150 et 500, pas plus. Alors que la communauté chagossienne compte actuellement près de 8000 personnes réparties entre les îles Maurice, Seychelles et la banlieue de la Grande-Bretagne. Il y a même quelques Chagossiens à La Réunion, il faut le savoir. Également, dans un autre rapport complémentaire mis en ligne le 4 août 2015, les Anglais ont également prétendu interdire aux bénéficiaires du droit de retour l'accession à la propriété privée. Oui, vous pouvez revenir aux Chagos, mais vous n'avez pas le droit de devenir propriétaire de la terre. Et vous n'aurez pas le droit d'accueillir vos amis ou vos parents. Eh bien, dans ce cas-là, Olivier Bancoul, qui est le leader charismatique du groupe Réfugiés Chagos, qui est lui-même un exilé venant de l'île de Perros-Banos, a déclaré que ces conditions sont inacceptables et on ne les acceptera pas. Alors, finalement, après le changement de gouvernement intervenu, après le référendum du 23 juin 2016 sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le projet de réinstallation des Chagossiens aux Chagos est abandonné. À la Chambre des communes, Joyce Hanneley, ministre d'État britannique au développement international, dont nous parlions au début de cette communication, si vous voulez, a fait savoir le 16 novembre 2016 que son gouvernement avait pris sa décision d'interdire le retour des Chagossiens pour des raisons, je cite, de sécurité et de défense. Voilà. Alors, en contrepartie, le gouvernement britannique s'engage à verser 40 millions de livres sterling pour permettre l'insertion véritable, définitive, des Chagossiens à Maurice et aux Seychelles. Mais évidemment, cette proposition-là a été rejetée par les Chagossiens, et je pense que sur ce plan-là, ils ont raison. La décision britannique, par ailleurs, il faut savoir, d'interdire aux Chagossiens de revenir sur leurs îles natales est également une nouvelle violation du droit international, et notamment une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 1948, y compris donc avec la voix de la Grande-Bretagne, à l'initiative d'un juriste français éminent, René Cassin, qui obtiendra d'ailleurs pour cette raison-là le prix Nobel de la paix. La Déclaration universelle des droits de l'homme contient en fait un article 9 qui est rédigé en termes très laconiques. Le voici. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. Or, on a bien exilé les Chagossiens et on les empêche de revenir chez eux. C'est vraiment une sorte d'un crime contre l'humanité qui a été commis par les Britanniques. Ils ont enlevé un peuple entier de leur terre natale. C'est incroyable. Il faut préciser d'ailleurs que ce droit de revenir aux Chagos avait pourtant été reconnu par des décisions de justice britannique, notamment un jugement qui avait été rendu par la Cour de Londres le 3 novembre 2000, qui avait été confirmé d'ailleurs par cette même juridiction le 11 mai 2006, et confirmé en appel par la Cour d'appel de Londres le 23 mai 2007. Mais vous savez qu'à la suite de nouveaux procès devant les juridictions supérieures, les Law Lords d'abord, le 22 octobre 2008, puis la Cour suprême de Grande-Bretagne qui a remplacé les Law Lords, dans son arrêt du 22 octobre 2016, ont refusé de donner raison aux Chagossiens. Alors la Cour, cependant, la Cour suprême laisse entendre que l'étude de faisabilité sur les implications du retour des Chagossiens au pays natal peut justifier une nouvelle action en justice devant le juge britannique. Une action en justice qui d'ailleurs va être tranchée prochainement, le 11 décembre 2018. Mais en vérité, je vous le dis, les Chagossiens mettent aujourd'hui tous leurs espoirs sur l'avis consultatif qui sera rendu le 11 mars 2019 par la Cour internationale de justice. Que dire en définitive à titre de conclusion? Pendant la nouvelle période de 20 ans, qui a commencé le 30 décembre 2016, avec la prorogation du bail stratégique sur Diego Garcia au profit des États-Unis, et qui prendra fin en principe
le 30 décembre 2036. Nous devons rester à l'écoute des Chagossiens qui restent les premières victimes collatérales de la rivalité idéologique et politique américano-soviétique dans l'océan Indien. Nous devons continuer à aider cette petite communauté pacifique qui a été sacrifiée dans le secret au nom de la raison d'État sur l'autel des intérêts stratégiques des États-Unis et de la Grande-Bretagne afin de concrétiser leur dessein méphistophilique au cœur du bassin central de l'océan Indien. Point final.